j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle série de vidéos qui portera sur les grands dirigeants arabes. Et celui qui va inaugurer le bal, si j'ose dire, c'est Bachar el-Assad. Avant toute chose, sachez que le but de ces vidéos, c'est pas de faire le procès ou l'éloge de tel ou tel dirigeant, mais c'est de revenir sur le parcours du personnage et sur le milieu duquel il est issu. C'est tout. Allez, c'est parti. Bachar el-Assad est né le 11 septembre 1965. Vous avez bien entendu, le 11 septembre, ça ne s'invente pas. Il grandit dans une famille alaouite avec une mère institutrice qui s'appelle Anissa de la famille Makhlouf et un père, Hafez el-Assad, qui est lui militaire et qui deviendra président de la République arabe syrienne après un coup d'État en 1970. Bachar el-Assad a 3 frères et une sœur, Bouchra, donc c'est l'aîné, la fille aînée, ensuite il y a Bassel, puis il y a Bachar, puis il y a Maher, puis il y a Majed. Bachar el-Assad a toujours été présenté comme le frère discret, grand, maigrichon. En fait, il n'était pas du tout destiné à être aux affaires politiques. Si je vous dis ça, c'est parce que lui, il faisait des études de médecine. Il voulait devenir ophtalmo. Ceux qui l'ont côtoyé et qui ont témoigné ces dernières années ont toujours dit qu'il était voilà, discret, qu'il venait notamment à Londres, là où il faisait ses stages, sans chauffeur, sans garde du corps, que les gens l'appelaient par son prénom. Bref, il était limite timide en fait. Pendant ce temps, c'est son frère aîné, Bassel donc, qui a toujours été élevé et formé à la politique dans le but de succéder un jour à son père Hafez. Sauf que, en 1994, il meurt de manière prématurée dans un accident de voiture. À ce moment-là, Bachar el-Assad faisait ses études en spécialité d'ophtalmologie, donc à Londres, et c'est là d'ailleurs qu'il a rencontré son actuelle épouse, Asma el-Assad, qui est devenue ensuite la première dame, et il avait très peu ou pas d'expérience politique, si ce n'est être membre du parti Baas, le parti nationaliste et socialiste que son père dirigeait lui-même. Et donc, à la mort de Bassel, son père, Hafez, le rappelle à Damas. À partir de là, Bachar el-Assad va quitter sa vie londonienne pour rejoindre les affaires de la Syrie, mais quelque part son image de médecin ne va jamais le quitter. Et il y a même une citation de lui qui était parue dans la presse qui va refaire surface après la guerre. C'était issu en fait d'une interview dans Vogue Magazine. Vogue Magazine, c'est un magazine féminin. C'était un portrait consacré à Asma el-Assad, la première dame. Sauf que quand on fait un portrait, en fait, en tant que journaliste, on interroge la personne qui fait l'objet du portrait, mais aussi l'entourage pour avoir des petites anecdotes, un point de vue différent. Et donc la journaliste en question, elle interroge Bachar el-Assad et elle lui demande « Qu'est-ce qui vous a donné envie, monsieur le président, de devenir ophtalmo ?» Ce à quoi il répond « Parce que c'est très précis, c'est presque jamais des interventions d'urgence et il y a très peu de sang. » Ça date de décembre 2010. La révolution, la guerre, a éclaté en mars 2011. À quelques mois près, on était vraiment à quelques mois près. Donc cette déclaration, précisément cette citation, elle a une toute autre résonance aujourd'hui quand on la lit a posteriori. Bref, revenons donc au moment où Hafez el-Assad rappelle son fils en Syrie pour qu'il le forme à la politique en vue de lui succéder un jour à la tête du pays. Hafez el-Assad commence donc à confier quelques missions à son fils, essentiellement par exemple d'aller faire des visites à l'étranger pour rencontrer des chefs d'État. Comme ça, les gens vont associer son visage à la Syrie pour ne plus qu'il soit un parfait inconnu. Il n'était pas totalement inconnu, mais jusque-là, les gens associaient la Syrie à Hafez et à son fils Bassel. Comme Bachar el-Assad sait qu'il y a certains ténors du régime en fait qui sont pas forcément en faveur d'une succession dynastique, il essaie de se construire une crédibilité militaire. Donc il va gravir les échelons petit à petit. Il commence en étant médecin militaire avec le grade de capitaine, puis quelques années plus tard le grade de lieutenant-colonel, puis quelques années plus tard le grade de colonel, et enfin quelques années plus tard, au moment où son père décède en 2000, le grade de lieutenant général, chef suprême des forces armées. Au moment où son père décède, on est en juin 2000 et Bachar el-Assad se fait élire secrétaire général du parti Baas, celui à la tête duquel son père était justement, donc il lui succède au niveau du parti politique et il se débrouille pour modifier la constitution, pour abaisser l'âge légal minimal d'un chef d'État de 40 ans à 34 ans. Et, comme par hasard, c'est justement l'âge qu'il a à ce moment-là. Un mois plus tard, en juillet, il est finalement confirmé
comme président à la tête de la Syrie par référendum. Oui, parce qu'il n'y a pas d'élection, hein. C'est approuvez-vous Bachar el-Assad comme président de la République arabe syrienne? Oui, non, point. Et donc lui, il obtient une majorité de oui, c'est le moins qu'on puisse dire, une écrasante majorité. Il est approuvé à plus de 97% des voix. Voilà donc Bachar el-Assad qui se retrouve maintenant président de la République arabe syrienne. Au moment où il est élu, il y a un espoir de la part des gens en fait. Ils s'attendent pas à un renouveau complet, mais vu que après plusieurs décennies sous la présidence de Hafez al-Assad, Bachar el-Assad prend la succession. Il est jeune, on s'attend à quelques réformes, on s'attend à des petits changements. Et cette période, on va l'appeler le printemps de Damas. Durant les premiers mois de Bachar el-Assad à la tête du pays, il y a le développement de ce qu'on appelle les Muntadayat. C'est le pluriel de Muntada, qui veut dire forum. Et en fait, c'est des salons politiques qui sont composés d'intellectuels réformistes et au cours desquels ils discutent de réformes qui pourrait y avoir justement dans le pays pour un renouveau. Il y a un homme politique notamment indépendant, quand je dis indépendant c'est qu'il ne fait pas partie du Baas, du coup c'est un opposant objectif, hein, Riyad Seif qui crée une association qui s'appelle les Amis de la Société Civile. Et durant cette période, la société civile justement est assez active, il y a un certain vent de liberté et il n'y a pas de réaction en fait, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de réaction particulière de la part des autorités ni de Bachar el-Assad lui-même. En septembre, il y a un appel lancé par 99 intellectuels opposants donc qui sont réfugiés à Beyrouth au Liban, qui paraît et dans lequel ils appellent à lever l'état d'urgence, supprimer la justice d'exception, libérer les prisonniers politiques, lutter contre la corruption, etc. Et pareil, il n'y a rien, il y a un laisser-faire. Et même au contraire, en novembre, le 17 novembre précisément, Bachar el-Assad décide de gracier des prisonniers politiques. Il en fait libérer plusieurs centaines. Et le 17 novembre, c'est une date symbolique parce que c'est l'anniversaire de la prise de pouvoir de son père, le moment où il a fait un coup d'État en 1970. Donc c'est vraiment un geste fort. En janvier 2001, il y a un document qui est publié par 1000 intellectuels, donc on était à 99, là on passe à 1000, et c'est un document qui va s'intituler, une sorte de manifeste en fait, qui va s'appeler, je vais lire parce que je le connais pas de tête, document fondateur pour les comités pour la renaissance de la société civile. Donc toujours cette société civile portée par Rami Seif, l'opposant politique. Donc comme je le disais, à ce moment-là, les gens ont une parole relativement libre, même par voie de presse, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de vague d'arrestation, mais ce vent de liberté, il va vite s'essouffler. Jusque-là, les gens testaient les limites, ils voyaient jusqu'où pouvaient aller les lignes rouges, et il n'y avait pas de réaction, donc ils continuaient, sauf qu'à un moment donné, ils se sont heurtés aux limites, et puis là, Rami Seif, en l'occurrence, on a levé son immunité parlementaire et puis il s'est retrouvé poursuivi, accusé de vouloir modifier la Constitution et il a été emprisonné, donc la même année, en 2001. À partir de là, quand Bachar el-Assad a commencé à épurer l'opposition et à faire le vide autour de lui, il s'est concentré sur plusieurs chantiers. D'abord, se faire une légitimité politique, j'en ai parlé, il s'est construit une crédibilité militaire. Ensuite, il a développé Internet, donc ça lui a donné une image de modernité, de compréhension de la jeunesse, d'ouverture sur le monde. Bon, faut dire que c'était aussi une manière de développer les services de renseignement et de mieux surveiller la population, mais faut pas oublier que ce développement d'Internet a permis de faire propager les idées révolutionnaires et d'accélérer la contagion, si vous voulez, des soulèvements arabes qui ont commencé en Tunisie et qui sont arrivés jusqu'en Syrie. Autre chantier, les réformes économiques. À cette époque-là, le taux de chômage est très élevé et Bachar el-Assad sait que c'est une bombe à retardement, donc il décide de développer le tourisme et il décide aussi de développer le secteur privé. Sauf que ce qu'il fait, ça résulte en fait en l'émergence d'une certaine classe d'affaires qui va graviter autour de lui et cette classe d'affaires qu'il va favoriser va être une sorte de contre-pouvoir par rapport à l'armée et par rapport au parti Baas. Et la meilleure personne qui incarne ça, c'est Rami Makhlouf, son cousin, du côté de sa mère. Rappelez-vous, la branche maternelle, c'est la famille Makhlouf. Donc Rami Makhlouf possède Syriatel, une entreprise de télécom, et lui, il va monopoliser une grande partie de la richesse du pays, sauf que aujourd'hui, il est tombé en disgrâce, il est accusé de corruption. Et la corruption, c'est justement un moyen
que Bachar el-Assad va utiliser pour faire le ménage autour de sa famille. En l'occurrence, par exemple, il y a son oncle, Rifat, qui très tôt s'est opposé à lui parce qu'il l'a accusé de violer la Constitution en prenant la tête du pays alors qu'il n'a pas 40 ans. Et donc lui, il va le faire accuser de corruption de la même façon et il va l'écarter assez rapidement des affaires politiques. À la fin, Bachar el-Assad va réussir à garder certains anciens du régime comme alliés, et puis il va favoriser l'émergence d'une nouvelle génération qui va être une sorte de grande bourgeoisie qui va graviter sans cesse autour de lui. Enfin, le dernier chantier, c'est la politique extérieure. À l'époque, la Syrie occupe le Liban depuis déjà les années 70 et le Bachar el-Assad réussit en fait à avoir un réseau d'influence très important à Beyrouth, pro-syrien, et réussit à faire à faire élire un président de la République, Émile Laoud, lui-même pro-syrien, à la tête du Liban. Il va y avoir un moment de bascule à peu près à partir de 2004 parce que Jacques Chirac, qui est à l'époque président de la France, est très proche du Premier ministre libanais, Rafik Hariri, et la France et les États-Unis à ce moment-là voient d'un mauvais œil l'influence de la Syrie au Liban. Donc ces deux pays vont appeler à des élections libres, transparentes et sans ingérence, décidément c'est dur à prononcer, sans ingérence extérieure, sous-entendu bien sûr, sans ingérence de la Syrie. Le 14 février 2005, Rafik Hariri meurt dans un attentat et on va assez rapidement attribuer la responsabilité de cet assassinat à la Syrie, ce qui va entacher l'image de Bachar el-Assad très fortement. Mais Bachar el-Assad réussit finalement à tourner les choses à son avantage, donc il va appeler à un sursaut nationaliste, à l'union de toute la Syrie, et il y a des manifestations spontanées qui vont éclater dans l'ensemble du pays pour soutenir Bachar el-Assad, organisées par le parti Baas évidemment. La Syrie va aussi se rapprocher de l'Iran, du Hezbollah, du Hamas, ce qui va créer une sorte d'axe anti-impérialiste contre Israël qui occupe toujours le Golan. Donc on va mettre en avant l'occupation israélienne du Golan et réveiller le sentiment antisioniste. Donc Bachar el-Assad va réussir à avoir l'opinion de son côté petit à petit, d'autant plus que à cette époque Nicolas Sarkozy, à partir de 2010, va se tourner vers lui, va le considérer comme un interlocuteur valable parce que contrairement à Jacques Chirac, il n'était pas particulièrement proche de la famille Hariri. Pourquoi il se tourne vers Bachar el-Assad? Parce qu'il voit en la Syrie un intermédiaire pour dialoguer avec l'Iran et aussi pour son projet d'union pour la Méditerranée. En décembre 2010, donc, Bachar el-Assad se rend en visite en France, il est accueilli par Nicolas Sarkozy, ça fait beaucoup parler la presse et donc, je vous le rappelle, de décembre 2010 à mars 2011, on est à quelques mois près du début de la révolution et vous connaissez la suite. À partir de mars 2011, donc, il y a le passé de médecin de Bachar el-Assad qui va encore une fois ressurgir de manière inattendue. Donc après le renversement de Ben Ali en Tunisie et celui de Moubarak en Égypte, il y a des jeunes dans la ville de Daraa, dans le sud de la Syrie, qui sont inspirés et qui décident de taguer sur un mur et ils écrivent « Ton tour est arrivé, docteur ». Docteur, bien sûr, en référence à sa carrière de médecin ophtalmo. Ces jeunes sont emprisonnés, torturés. Quand ils sont relâchés, on voit les sévices qu'ils ont subis. Il y a des manifestations qui éclatent contre ces traitements qui ont été infligés aux jeunes. Et Bachar el-Assad tarde à faire limoger le gouverneur de la province de Daraa qui a donc ordonné ces tortures. Ensuite, les manifestations vont être réprimées dans le sang, puis l'opposition va prendre les armes, etc. Je ne vais pas vous refaire la guerre en Syrie, mais voilà comment ça va continuer. En 2013, encore une fois, le passé de médecin de Bachar el-Assad va une fois de plus ressurgir. C'est dans une interview à la presse étrangère, comme il en donne rarement. En l'occurrence, un journaliste de CBS, de la chaîne CBS, va lui demander « Monsieur le Président, qu'est-ce que ça vous fait quand on vous surnomme le boucher de Damas ?» En référence bien sûr à la répression sanglante contre l'opposition. Qu'est-ce que Bachar el-Assad répond? Quand vous avez un médecin qui ampute la jambe d'un patient pour empêcher une gangrène de se répandre, vous ne l'appelez pas un boucher, vous l'appelez un médecin et vous le remerciez parce qu'il sauve des vies. Voilà, ce sera le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but c'était de montrer vraiment que Bachar el-Assad c'était vraiment la personne sur laquelle on ne pariait pas, on n'aurait jamais parié à la tête de la Syrie. Finalement, il s'est retrouvé président par un coup du destin et en plus, 10 ans
après le début de la guerre en 2011, il est toujours à la tête du pays et il nargue un peu les Occidentaux qui étaient nombreux à prédire sa défaite. Donc voilà, aujourd'hui, il concentre tout le pouvoir entre ses mains, que ce soit les services de renseignement, l'armée, tout ce que vous voulez, et il est toujours en poste, il est toujours là, et il y a cette figure, cette vision très chirurgicale et très cynique de la politique qui domine énormément chez lui. Alors c'est vrai que son maintien au pouvoir est dû en partie, voire en majorité, à l'intervention de la Russie, mais toujours est-il qu'il est là, toujours en poste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye.